L'espionnage, la tromperie dans la Chine ancienne, ça fait un peu film d'aventure, mais c'était une réalité stratégique hyper importante bien avant nos gadgets modernes. Ah oui, tout à fait. Et on va explorer ça aujourd'hui en se basant pas mal sur les analyses de Ralph Desire des classiques militaires chinois. Surtout Sun Tzu, j'imagine. Exactement. Sun Tzu y martelait l'importance de ce qu'il appelait la connaissance préalable. C'est ça la clé de la victoire pour lui. La connaissance préalable. Savoir avant l'autre, en gros. C'est ça. Et ce qui est intéressant, et que Sawyer souligne bien, c'est que Sun Tzu disait « cette info, elle doit venir des hommes, des espions, pas des esprits, pas des oracles. Ah oui, c'était assez moderne comme approche, non? Carrément rationnelle. Une vraie rupture avec les pratiques de divination de l'époque, quoi. La connaissance vient du terrain, des humains. D'accord. Mais alors concrètement, comment on obtenait cette fameuse connaissance préalable? Parce que Sun Tzu dit aussi que la guerre, c'est la plus grande affaire d'État, donc le renseignement devait être... Primordial, absolument. Et c'était pas juste savoir où étaient les troupes ennemies, hein. Non, c'était plus fin que ça. Beaucoup plus. Il fallait évaluer leurs forces, leurs faiblesses, leur morale, leur logistique, et puis comparer tout ça à sa propre situation. Faire des estimations comparatives, en somme. Voilà. Il y a des exemples, comme le seigneur de Xinling. Grâce à ces infos, il a compris qu'un mouvement de troupes ennemies, c'était juste une partie de chasse, pas une invasion. Ça évite de mobiliser pour rien, quoi. Exactement. Ça évite des campagnes coûteuses, mal préparées. Parfois, la meilleure stratégie, c'est de ne rien faire, mais il faut le savoir. Voir, c'est une chose. Mais Sun Tzu dit aussi que toute guerre est fondée sur la tromperie. Ça ouvre une autre dimension. Ah bah oui, la tromperie, c'est l'autre pilier. C'est un outil stratégique fondamental. Il faut créer de fausses apparences. C'est-à-dire? Faire semblant d'être faible quand on est fort, ou inactif alors qu'on prépare un coup. Faire croire que le danger est loin alors qu'il est proche, ou l'inverse. Créer la confusion chez l'adversaire. C'est ça. Le but, c'est de le forcer à mal réagir, à disperser ses forces, à tomber dans un piège. La fameuse idée de parler de l'Est mais frapper l'Ouest, c'est typiquement ça, une diversion. Utiliser la tromperie, comme une retraite feinte par exemple, ça semble efficace mais risqué aussi, non? Très risqué. Sun Tzu met en garde contre ça. Poursuivre aveuglément un ennemi qui fuit, c'est souvent tomber dans une embuscade. Il faut une sacrée discipline. Voilà. Timing parfait, troupe bien entraînée qui joue le jeu sans paniquer. Le but, c'est vraiment de créer une opportunité, d'attirer l'ennemi là où on veut. Et pour tout ça, pour savoir et pour tromper, il faut des agents, des espions. Qui c'étaient ces gens? Alors, pour Sun Tzu, ils étaient carrément l'essence même de l'armée. Et il insistait, il faut les payer cher, très cher, Ah oui, la motivation. essentiel. Sawyer, en analysant les textes, y distingue plusieurs types d'agents. Les plus importants, c'était sans doute les agents retournés. Des espions ennemis qu'on arrive à retourner. Exactement. Des agents doubles, en quelque sorte. L'exemple de Shen Ping est incroyable. Il a réussi à semer la zizanie entre le grand général Xiang Yu et ses conseillers en utilisant ses agents. Ça a contribué à sa chute. Et comment on les retourne? La générosité donc? La générosité, un bon traitement, leur montrer qu'ils ont plus à gagner avec nous, c'était la clé pour s'assurer de leur loyauté toute relative. Il y avait aussi les agents morts. Le nom fait froid dans le dos. Oui, et la stratégie derrière est glaçante. Ces agents, on les utilisait pour transmettre de fausses informations à l'ennemi. En sachant qu'ils allaient probablement se faire prendre et faner. Souvent, oui. D'où le nom. L'agent lui-même était sacrifiable. Ce qui comptait, c'était l'impact de la désinformation qu'il transportait. Tromper l'ennemi dans ses décisions. C'est machiavélique, mais stratégique. Et tout ça, ça date de plus de 2000 ans. Est-ce que ça résonne encore aujourd'hui, à notre époque numérique, avec le cyber-Arlin? Étonnement, oui. Les outils ont changé, bien sûr. On a les satellites, Internet. Mais les principes, eux, ils restent valables. Le renseignement humain, par exemple? Le you-mint, comme on dit, ça reste crucial. Rien ne remplace parfois un agent bien placé. Et puis la désinformation, les opérations psychologiques, manipuler la perception. C'est peut-être même plus facile aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ça peut être amplifié, oui. Et ça rend encore plus important ce que disaient déjà les anciens. Il faut évaluer l'info de manière critique, surtout quand ça vient de sources, disons, intéressées. D'ailleurs, Sawyer note que ces stratégies sont étudiées bien au-delà du militaire, dans le monde des affaires, en Asie notamment. Tout à fait. Comprendre son concurrent, savoir où on se positionne, créer une image, parfois même brouiller les pistes sur ses intentions réelles, ces concepts de l'art de la guerre sont directement applicables en économie. La maîtrise de l'information, de la perception, ça reste un levier de pouvoir. Fondamental. Hier comme aujourd'hui.
C'est ce que montre bien cette plongée dans la pensée stratégique chinoise ancienne, une sophistication incroyable dans l'art de comprendre et de manipuler ce que l'autre sait ou croit savoir. Contrôler le savoir de l'autre, c'est puissant. C'est une clé de voûte du pouvoir, oui. Et pour finir, peut-être une question à laisser mûrir. Si ces stratégies de renseignement, de tromperie sont si efficaces et si anciennes, comment est-ce qu'elles influencent, peut-être de manière très subtile, pas seulement les États ou les entreprises, mais aussi nos interactions de tous les jours et la façon dont on reçoit, dont on partage l'information?